Docteur Renondy, bonjour. Vous êtes médecin généraliste FMH et homéopathe et vous êtes aussi responsable du Centre de médecine intégrative et complémentaire au CHUV. Ma première question concerne la votation populaire de 2009. Où en est-on en fait avec les chantiers que vous avez lancés en fait suite à cette votation populaire? Alors c'est vrai que cette votation était un élément important par rapport au chemin des médecines complémentaires en Suisse. Il faut savoir que c'était une étape parmi d'autres étapes qui se sont passées déjà avant 2009, puisque 2009, cette votation c'est la suite aussi du retrait des 5 médecines dans l'assurance de base. Maintenant, c'est vrai que la votation a eu un impact, si on prend déjà au niveau de l'Université de Lausanne, le fait qu'il y ait une population vaudoise qui dit à 78% des voix oui aux médecines complémentaires, ça a eu aussi un impact en se disant au CHUV, à l'Université de Lausanne, il faut faire quelque chose dans ce domaine. Donc c'est depuis ce moment-là qu'on a développé tout un programme, d'abord d'enseignement aux étudiants en médecine, et puis ensuite un programme de recherche. Et maintenant on se pose la question de comment introduire aussi les soins aux patients, parce que c'est quand même ça qui est aussi important dans un hôpital. Donc aujourd'hui, dans certains hôpitaux, on parle des médecines complémentaires de manière beaucoup plus officielle. Alors on avait fait une étude il y a 3 ans auprès de tous les hôpitaux de la Suisse romande, puis on a vu que 50% des hôpitaux de Suisse romande offrent au moins une thérapie complémentaire. La seule chose, c'est que ces thérapies varient d'un hôpital à l'autre pour parfois le même problème de santé. Et que parfois, quand le chef change, la thérapie disparaît. Quand le thérapeute change de service, la thérapie change de service. Donc il y a quelque chose de pas très logique. Mais au fond, elles sont déjà présentes depuis un certain temps. Maintenant, si on prend le développement aux États-Unis, par exemple, ou au Canada, ou aussi en Allemagne, on a tout un développement autour des médecines complémentaires dans les hôpitaux. Et ça, je pense que c'est l'étape vers laquelle on va ici au CHUV actuellement. Dans le cadre de votre centre de recherche de médecine intégrative, vous menez différentes études. Est-ce que vous voulez m'en parler plus précisément? Alors oui, on a tout un programme d'études. Alors on est toute petite unité, donc on développe des études progressivement, mais on s'est surtout attaché aux données sur qu'est-ce qu'on sait sur la population, parce qu'au fait on a réalisé qu'on connaissait peu de choses sur ce que la population fait. On sait que la population recourt, à peu près 25% de la population recourt au moins une fois par année à des médecines complémentaires, mais on ne sait pas exactement lesquelles, on ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas exactement par rapport à quel problème de santé, on ne sait pas forcément si c'est à la place d'autres approches, le bien que ça leur fait, toutes ces questions-là. Donc au fait, on s'est dit qu'on allait déjà explorer cette partie-là, qui s'appelle les enquêtes épidémiologiques, pour savoir à quoi les gens recourent. Et là, on a un très grand projet actuellement qui est soutenu par l'Académie suisse des sciences médicales sur les lombalgies chroniques, donc les maux de dos chroniques, pour connaître à quoi les patients ont recours dans ce problème de santé. Il faut savoir que c'est un problème de santé qui est difficile à régler, que même en médecine conventionnelle, même avec les antidouleurs très puissants qu'on a, souvent les gens se retrouvent avec encore des douleurs. Et l'idée, c'est de comment on pourrait élargir le panel, les possibilités de traitement des douleurs chroniques dans ce cas-là. On parle bien de ne pas remplacer la médecine conventionnelle, mais plutôt d'apporter un bien-être supplémentaire aux patients. Oui, tout à fait. Le principe de la médecine intégrative, c'est vraiment d'offrir le mieux pour le patient. Mais si vous avez des très hautes doses de morphine sur des douleurs chroniques, on sait que ça ne marche pas très bien, et puis on sait que ça a plein d'effets secondaires. Donc si je prends par exemple, il y a tout un programme aux États-Unis dans l'armée américaine, ils se mettent aux médecines complémentaires, c'est quand même drôle avec l'armée américaine, l'OTAN maintenant s'y met aussi, parce qu'au fond, donner des hautes doses de morphine aux gens avec des douleurs chroniques, on sait que ça ne marche pas, et puis on sait que ce n'est pas très efficace. Donc il y a tout un pan de la médecine complémentaire, notamment les approches non pharmacologiques, qui amènent au fond beaucoup. Donc si on arrive par exemple à réduire les doses de morphine que les gens reçoivent et utiliser d'autres approches qui ont moins d'effets secondaires, moins de problèmes pour le patient, c'est quelque chose de bénéfique. Est-ce qu'on arrive à arrêter complètement la morphine? C'est peut-être encore mieux, mais ce n'est pas forcément un objectif. Donc il y a ce côté effectivement, en plus des approches conventionnelles, mais des fois, l'approche complémentaire marche si bien qu'on peut même arrêter l'approche conventionnelle. Mais vous ne choquez pas vos confrères en disant cela? Mais ça dépend pourquoi. Si on prend le traitement d'un cancer, je ne vois pas de quelle médecine complémentaire pourrait être à la place d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie.
Mais si on prend dans la douleur chronique, on sait que les données sur la douleur chronique en médecine conventionnelle ne sont pas excellentes. Elles sont bonnes, notamment sur la douleur aiguë, mais sur la douleur chronique, on voit qu'il y a certaines limites. Donc d'avoir ce champ plus large, et je le vois dans mes discussions avec mes collègues, pour la douleur chronique, ils sont tout contents d'avoir d'autres approches, d'autres possibilités. Donc il y a une ouverture, clairement. Absolument, oui, il y a une ouverture. Je vois par exemple pour le sommeil, on connaît tous les benzodiazépines qui ont un effet absolument extraordinaire, ça induit le sommeil extrêmement vite, mais on sait qu'il y a plein de problèmes avec ces médicaments, des problèmes de dépendance, des problèmes de sommeil rebond, le lendemain on est très fatigué, donc ces effets-là ne sont pas forcément géniaux, donc nous on sait comme médecins conventionnels qu'on aimerait trouver d'autres approches. Donc quand je propose à mes collègues de leur dire on peut essayer d'autres choses, pour ne pas citer la valériane ou d'autres approches qui peuvent aider, en fait ils sont tout contents d'avoir d'autres choses à offrir à leurs patients. Par rapport aux hôpitaux suisses, notamment Saint-Gall, comment est-ce que vous collaborez en fait ? Alors, je collabore bien avec, bien sûr, les deux autres universités qui s'occupent de médecine complémentaire, à savoir Berne et Zurich. On a chacun des histoires, des chemins un petit peu différents, mais au final, on a une très bonne collaboration sur tout ce qui a trait aux médecines complémentaires. Et puis il y a également effectivement l'hôpital de Saint-Gall qui a une approche assez originale dans le sens qu'ils ont vraiment pu développer une médecine intégrative très poussée sur l'institution, ce qui fait qu'on a une très bonne collaboration avec eux, et puis notamment dans le domaine de l'oncologie. Il faut savoir que dans l'oncologie, les patients ont beaucoup recours aux médecines complémentaires parce que le fait de tuer juste des cellules malignes, ce n'est pas la seule chose que les gens veulent. Les gens veulent aussi avoir une bonne qualité de vie, ils veulent aussi avoir un bon sommeil, ils veulent aussi ne pas déprimer. Enfin, il y a toute une série de choses que la médecine conventionnelle est moins bonne que juste tuer les cellules tumorales. On parle souvent d'approche globale dans la médecine complémentaire, notamment du terrain par exemple. Est-ce qu'on a la même approche en médecine conventionnelle ? Alors, je pense que la vision globale du corps, moi c'est ce que je défends aussi en médecine conventionnelle. Je pense que juste s'intéresser à un patient, à son cœur, s'il a un infarctus, c'est très bien, mais c'est aussi important de voir quel impact ça a. Ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup dans l'enseignement aux étudiants en médecine, quelle que soit la technique qu'on utilise, il faut s'occuper du patient dans sa globalité. Maintenant, c'est vrai que les médecines complémentaires offrent des possibilités aussi plus larges en termes de prise en charge globale. C'est aussi la possibilité d'écouter plus le patient. Quelle différence faites-vous entre la médecine complémentaire et la médecine intégrative ? Alors, il faut savoir qu'historiquement, on parlait d'abord que de médecine alternative, parce que c'était vraiment un autre monde. On a parlé aussi de médecine parallèle, pour montrer qu'elles n'allaient jamais se rejoindre. Ça, c'était un peu l'historique qui s'est passé en Suisse, mais aussi dans d'autres pays du monde. Et puis ensuite, on est parti sur complémentaire et alternative, avec ces deux options, mais avec des fois un peu la confusion. Complémentaire, c'était en plus des autres approches. Puis avec le temps, on voit que le recours de manière complètement alternative, donc des gens qui auraient recours que aux médecines complémentaires, sur tout leur parcours de vie, de la vie à la mort, si on peut dire comme ça, au fond, ça représente très peu de gens. La plupart de la population souhaite choisir le mieux, et puis au fond, c'est ce terme de complémentarité. Mais il y a le terme de médecine intégrative qui arrive de plus en plus, alors notamment sur une influence des États-Unis, mais c'est dans cette idée de pouvoir vraiment travailler ensemble. Je pense que c'est cet aspect-là qui est vraiment important, et d'éviter d'avoir que la médecine complémentaire reste soit un kyste quelque part dans l'hôpital ou que le patient doive se débrouiller lui-même. Donc c'est ce concept de médecine intégrative. C'est vrai qu'aux États-Unis, on arrive maintenant, on n'utilise même plus le terme de médecine intégrative, mais de santé intégrative, dans l'idée qu'on s'occupe vraiment de la santé. Cette année, nous fêtons les 28 ans du salon MedNat, qui était un salon assez précurseur en fait dans les années 80 pour les médecines intégratives et complémentaires. Depuis combien d'années est-ce que vous venez à MedNat ? Oh, ça fait une bonne vingtaine d'années. Que pensez-vous de son évolution ? Alors je trouve que c'est une évolution très intéressante parce qu'elle va avec tout ce qui s'est passé autour.
au fond, de lancer ce salon à une époque où les médecines complémentaires étaient mises justement de côté. On parlait vraiment de médecine parallèle. L'institution, ici le CHUV, ne savait pas très bien comment se positionner par rapport à cette problématique. Au fond, il y a ce salon qui s'ouvre. Et par exemple, un point très intéressant, c'était l'ostéopathie. Hein. Quand elle est venue la première fois au salon Mednat, il y avait beaucoup de questionnements autour de l'ostéopathie, cette thérapie un peu bizarre et étrange. Et puis, au fond, on voit avec le temps que l'ostéopathie est devenue une médecine reconnue, puisqu'au fond, dans le canton de Vaud, elle est reconnue comme un soin au sens de la loi sur les activités médicales. Donc, il y a ce changement-là qui s'opère. Si on prend l'évolution de Mednat aussi, je pense qu'il y a aussi un chemin qui a pu se faire par rapport à la population, c'est d'avoir aussi un lieu où ils pouvaient parler de ça sans prendre de risques. Il y a aussi tout le chemin que ça représentait un terme éthique. Est-ce que Mednat peut accueillir n'importe qui en son sein, et au fond de voir que les choses évoluent, que Mednat est devenu plus rigoureux en termes de la sélection des praticiens. Et puis ça, c'est un point auquel je tiens beaucoup, c'est aussi la sécurité des patients, au fond. Les patients qui ont le plus recours aux approches complémentaires, ce sont les patients avec des maladies chroniques ou des maladies très graves. Et au fond, il y a un peu le risque dans ces situations-là qu'on soit prêt à faire un peu, entre guillemets, tout et n'importe quoi. On sait par exemple que quand un cancer devient incurable, la proportion de patients qui vont aller chercher des autres approches devient plus importante. Et ces patients-là sont vraiment très vulnérables. Et si un thérapeute leur dit « je vais vous sauver, je vais vous guérir », alors qu'au fond le cancer est dans un stade très avancé, il y a un risque que les gens partent dans une mauvaise direction. Et toute cette dynamique qui s'est mise en place à Mednat pour avoir un sérieux par rapport à ça, c'est qu'au fond on amène quelque chose au patient, mais on n'est pas là pour rouler le patient, on n'est pas là pour faire du charlatanisme. Ce sérieux-là qui s'est mis en place avec les années, je trouve qu'il devient très positif et il correspond à ce que la population attend. L'année dernière, vous êtes venu à Mednat avec vos étudiants. Quels sont les changements que vous avez constatés au salon ? Alors, le changement que j'ai constaté et qui est à mon avis très, très favorable se situe dans le sérieux que Mednat veut amener à l'approche des médecines complémentaires. Et ça, je pense que c'est vraiment important. La population cherche peut-être, pour certaines personnes, des thérapies un peu exotiques, mais les gens veulent améliorer leur qualité de vie, veulent améliorer le soin, veulent répondre à un certain nombre de questions qui se posent par rapport à leur santé. Et ça, je pense, c'est vraiment quelque chose de très important. Puis l'autre élément qui me semble fondamental dans le changement de Mednat, c'est cette question d'avoir un lieu où on peut poser des questions par rapport à différentes approches sans avoir un aspect commercial derrière. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Au fond, la personne qui vient se renseigner, elle sait que le but ne va pas être juste de lui vendre tel ou tel produit, ce qui fait partie aussi du commerce de la santé, mais aussi répondre à un certain nombre de questions, mieux comprendre sa santé, mieux comprendre certaines approches, qu'est-ce qu'elles font, quels sont les bénéfices, quels sont les risques. Donc d'oser d'être un peu plus critique par rapport à certaines approches, ça je pense que c'est un pas très important que Mednat fait dans une direction de plus d'information. Et ça, je pense que c'est un élément important qui doit être relevé et j'espère bien sûr qu'il sera encore plus développé parce que les gens viennent effectivement découvrir, peut-être acheter des nouveaux produits, mais ils viennent aussi se renseigner sur leur santé, sur qu'est-ce qui peut être mieux fait dans leur santé, qu'est-ce qui existe comme approche. Et ça, je pense, c'est un élément très, très intéressant. Et vos étudiants, ils ont réagi comment ? Alors, je trouve justement que cette évolution fait que les étudiants réagissent de manière assez différente. Avant, justement, on cherchait un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'exotique dans ce salon. Voilà, il y aura toujours quelque chose d'exotique, mais au fond, c'est ce qui fait aussi le charme du soin. Mais au fond, d'aller pouvoir vraiment s'informer, de savoir que les gens vont essayer de nous répondre de la manière la plus aidante possible, ça, je pense, c'est quelque chose que les étudiants apprécient. Et puis, au fond, c'est aussi de
de découvrir tout ce champ, puisqu'au fond, on ne va pas aborder toutes les thérapies complémentaires qui sont abordées à Mednat. Le samedi, nous allons consacrer notre thématique sur le sommeil. Et il me semble que vous abordez ce sujet dans vos cours. Alors, j'ai donné à plusieurs reprises des formations à mes collègues sur la problématique du sommeil, quelles sont les approches qui peuvent amener quelque chose aux patients. Et c'est vrai que les patients réalisent avec le temps, et les médecins aussi, que les médicaments qui marchent très bien pour s'endormir, ils ont des effets secondaires, ils créent un certain nombre de problèmes. Donc au fond, peut-être d'autres approches plus naturelles peuvent amener quelque chose de bénéfique pour le patient. D'où l'idée de l'espace naturopathie qui a vu le jour en 2015. D'ailleurs, la naturopathie a un brevet fédéral qui rassure la population. Est-ce que ce brevet va vous aider dans votre travail ? Alors c'est vrai que le fait qu'il y ait ces nouveaux diplômes, c'est aussi un effet de la votation de 2009, effectivement, qui a été mise en place tout récemment. Alors je pense que c'est très bien qu'il y ait un diplôme dans ces approches-là qui permet une rigueur. Maintenant, ce qui est vraiment important de pouvoir développer à terme, c'est la collaboration entre les thérapeutes. Pour le moment, on est encore au patient qui doit choisir ses approches et puis s'y retrouver. Puis il ne doit pas dire à tel thérapeute qui fait telle autre thérapie, il ne doit pas dire à son médecin qui fait telle autre approche. Donc il y a encore ce chemin qui doit se faire. Donc cette rigueur d'avoir un diplôme, je pense que c'est vraiment important, mais c'est aussi important de savoir où se situe la naturopathie dans le système de santé, comment elle peut amener quelque chose aux patients, et au fond que ce ne soit pas seulement les patients qui ont connaissance d'eux qui aient accès, mais aussi ceux qui pourraient bénéficier, mais qui ne savent pas forcément qu'ils y ont accès. D'où l'idée de ce centre où l'on pourrait aiguiller les malades en fonction de leurs besoins. Alors ici au CHUV, on a vraiment l'objectif d'être très rigoureux par rapport aux données scientifiques, pour pouvoir offrir ce qui correspond aux données scientifiques, dans l'idée de garder vraiment la même rigueur qu'on garde pour la médecine conventionnelle aussi. Mais c'est vrai qu'à terme, de pouvoir imaginer que les patients puissent trouver des réponses à leurs questions par rapport à telle ou telle approche et de pouvoir en parler librement, c'est quelque chose évidemment, je pense, qui est vraiment important. Et c'est vrai qu'actuellement, on est encore, au sein des médecines complémentaires elles-mêmes, encore dans des silos. L'acupuncteur, il voit le patient sous le regard de l'acupuncture, le médecin ayurvédique, il la voit sous ce regard-là, mais le lien entre médecine ayurvédique et médecine chinoise ou avec la réflexothérapie, il se fait encore peu, et au fond de pouvoir mélanger et puis de pouvoir dire, voilà, moi avec la réflexothérapie, j'ai amené ce que je pense que je pouvais amener, mais par contre, telle autre approche me paraîtrait extrêmement intéressante pour vous, allez chez tel ou tel thérapeute, ça, ce serait quelque chose de vraiment très bénéfique pour le patient. C'est votre rôle aussi en tant que médecin de famille ? Alors, dans mon activité de médecin de famille dans mon cabinet, j'essaye de tester le concept de médecine intégrative à l'échelle du cabinet. Au fond, j'ai des patients que je vais traiter en médecine conventionnelle. Tout à coup, ils vont avoir un autre problème de santé. Je vais peut-être leur dire, là, peut-être l'homéopathie pourrait être une bonne chose, mais suivant comment les choses évoluent, ou pour un autre problème de santé, je vais peut-être leur dire, mais là, il faut faire de l'ostéopathie. Par exemple, mes patients qui ont des maux de dos, je leur dis, mais allez d'abord chez l'ostéopathe avant de venir chez moi. Puis après, peut-être qu'il va falloir faire un peu d'acupuncture pendant une période. Donc c'est vraiment de choisir quelle est l'approche qui est la plus adéquate pour le patient dans l'état où il est. Maintenant, bien sûr que certaines médecines sont basées sur une philosophie, et puis il faut aussi tenir compte de ça, bien évidemment. On ne peut pas juste faire une séance de médecine ayurvédique parce que ça n'a effectivement pas de sens. Mais c'est vraiment d'offrir au patient ce qu'est le mieux par rapport à son problème de santé. Et puis au fond, ça donne une immense liberté, et puis les patients apprécient après qu'on puisse les adresser quelque part, pouvoir revenir, essayer d'autres approches. Ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Est-ce qu'on parle de guérison ou de prévention ? Alors, je pense que la prévention est un élément fondamental dans l'ensemble de la médecine. C'est vrai qu'elle nécessiterait plus de soutien. La prévention n'est pas encore quelque chose de très reconnu dans le système de santé. Oui, la différence entre l'aspect européen, où on est plus dans la guérison, et puis le marché chinois, les Chinois sont plus dans la prévention.
Effectivement, oui, oui c'est juste. Mais la prévention est vraiment quelque chose d'important à pouvoir mettre plus en place. Et là, on voit que le champ des médecines complémentaires amène aussi beaucoup de réponses très intéressantes. Si on pense à l'alimentation, c'est vrai qu'en médecine conventionnelle, il y a eu un certain retard. On disait avant aux patients, vous avez un cancer, mangez n'importe quoi. Maintenant, on n'est vraiment plus du tout là. Dans la prévention, il y a un certain nombre de conseils qui sont donnés, mais je pense qu'on peut vraiment et on doit aller beaucoup plus loin en termes de prévention, et notamment dans les choses très simples, c'est l'alimentation et l'activité physique, mais qui sont deux choses qui amènent beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que certaines approches de certains types d'activités physiques amènent plus que juste de marcher. Donc là, on a effectivement des possibilités très importantes et que la médecine complémentaire peut certainement amener. Cette année, vous avez fondé une nouvelle fondation, Medintegra. Pouvez-vous me parler de ses buts et de son rôle? L'idée, c'est qu'il y a toute une série de choses qui doivent être faites encore par rapport à la question des médecines complémentaires. Au fond, les patients sont assez demandeurs, mais le nombre de thérapeutes est plutôt insuffisant par rapport à la demande. Et c'est important aussi d'avoir des thérapeutes bien formés. L'autre chose, c'est que l'offre dans les hôpitaux, et notamment en Suisse romande, doit être développée. L'idée de cette fondation, c'est de pouvoir améliorer la formation des thérapeutes, qui soient essentiellement médecins ou infirmiers, qui puissent être mieux formés, donc on puisse les soutenir dans une formation dans le domaine de la médecine complémentaire. Et puis l'autre aspect, c'est de pouvoir soutenir des offres pour les patients dans les hôpitaux, parce qu'au fond, l'accès à des thérapies complémentaires est assez bon quand on n'est pas hospitalisé, mais quand on est hospitalisé, il est souvent plus difficile. Donc le but de cette fondation, c'est de pouvoir augmenter l'offre pour les patients dans les hôpitaux de certaines approches complémentaires, et de pouvoir les aider par rapport à un certain nombre de problèmes qui pourraient arriver pendant leur hospitalisation.